Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous faire cette présentation qui concerne donc l'accessibilité des services en violence conjugale pour les femmes et les enfants en situation de handicap. Collaborons pour créer un réel filet de sécurité. Pour me présenter brièvement, j'ai été co-responsable des dossiers politiques au regroupement pendant 1 an, puis embauchée comme chargée de projet responsable donc de ce projet-là pour renforcer l'accessibilité de nos maisons d'aide et d'hébergement. J'ai également travaillé au RUTA Montréal, qui est le regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, donc qui milite pour un transport, pour plus d'accessibilité en fait au niveau du transport adapté et du transport régulier, et aussi pour les personnes en situation de handicap, donc à la vie de tous les jours. Sans plus attendre, je vais donc faire un beau partage d'écran pour vous faire cette présentation. Alors, et voilà. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, ok, super. Merci. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous présenter qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, je vais vous faire une brève présentation donc, du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et également de nos maisons membres. Je vais également vous parler des grandes étapes et du contexte aussi dans lequel a émergé le projet Accessibilité des services des maisons d'aide et d'hébergement aux femmes et enfants en situation de handicap en contexte de violence conjugale. On va principalement en fait parler aujourd'hui de l'état des lieux qu'on a réalisé auprès de nos maisons d'aide et d'hébergement et évidemment de leurs besoins en matière d'accessibilité des services aux femmes et enfants en situation de handicap. On verra aussi dans un quatrième temps les stratégies d'intervention, les témoignages et les bonnes pratiques qui sont déjà mis en place par nos maisons membres, et ensuite on finira par une brève conclusion. Donc, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Alors, il faut savoir en fait qu'on est un vaste réseau qui est engagé depuis 1979 pour le droit à l'intégrité physique et psychologique des femmes. On regroupe donc 47 maisons d'aide et d'hébergement qui sont réparties dans 16 régions du Québec. On a plusieurs missions au sein du regroupement, et notamment une mission d'éducation, de sensibilisation et d'action. Et à travers ces différentes missions, on représente les droits et les intérêts des femmes et des enfants victimes de violences conjugales, et on porte également la voix de nos maisons d'hébergement auprès de différentes instances publiques et gouvernementales. On a aussi tout un éventail de stratégies de prévention qui permettent à la population, aux intervenantes et intervenants sociaux et au gouvernement de mieux comprendre, dépister et aussi agir en matière de violence conjugale. Et on soutient également donc nos maisons membres dans leur pratique en développant de nouvelles formations et des outils innovants. Donc, les maisons d'aide et d'hébergement. Alors, avant de vous présenter un petit peu leurs services, il faut savoir que déjà les maisons membres du regroupement, elles desservent plus de 500 municipalités dans 16 des 17 régions administratives du Québec, en milieu urbain et rural. Donc, pour l'année 2021-2022, les statistiques qui ont été recueillies dans les 43 maisons qui étaient alors membres du regroupement indiquent qu'elles ont hébergé quelques 2700 femmes et 1900 enfants. Et c'est sans compter les femmes et les enfants qui ont reçu près de 25 400 services autres que l'hébergement. Donc, au niveau des consultations externes, de l'accompagnement, du suivi post-hébergement, etc. Au total, les maisons membres, elles ont répondu à plus de 110 000 demandes, majoritairement de la part de femmes, mais également de proches, de professionnels ou d'autres ressources. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une maison d'aide et d'hébergement? Alors, déjà, pour commencer, il faut savoir que les maisons, c'est plus que de l'hébergement. Donc, elles offrent déjà des services qui sont gratuits et confidentiels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a différents services que les maisons d'aide et d'hébergement du regroupement mettent à disposition des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants. Donc, on a par exemple le soutien téléphonique qui est offert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elles offrent aussi des consultations externes. Elles offrent un hébergement sécuritaire aux besoins. Elles font de l'intervention individuelle, de groupe et jeunesse. Elles fournissent aussi de l'information, des références, du soutien et de l'accompagnement auprès des femmes dans différentes démarches. Donc, que ce soit par exemple pour la recherche d'un logement, recourir à l'aide sociale. Aussi, elles font tout un accompagnement au niveau des recours juridiques, etc. Elles fournissent aussi des suivis post-hébergement. Elles font également de la prévention et de la sensibilisation dans la communauté, et elles peuvent aussi vous fournir une aide aux proches et aux intervenantes et intervenants socio-judiciaires. Donc, vous voyez que c'est vraiment un panel, il y a beaucoup de services qui sont offerts et c'est assez large.
Donc, le projet accessibilité des services des maisons d'aide et d'hébergement aux femmes et enfants en situation de handicap en contexte de violence conjugale. Alors, il faut savoir que c'est un projet qui a émergé dans un contexte assez particulier puisque, considérant que 24% des femmes au Canada sont considérées comme en situation de handicap et un quart d'entre elles se trouvent de plus dans une situation de grande précarité financière, il faut savoir que toutes font face à des violences systémiques qui sont d'ampleur considérable. On voit aussi que les expériences et les besoins des femmes en situation de handicap, ils sont divers et dépendent de plusieurs facteurs sociaux tels que l'ethnicité, la racialité, le statut autochtone, si elles ont des enfants à charge ou autres personnes, par exemple. Il faut aussi savoir que les femmes en situation de handicap, elles sont 2 fois plus susceptibles que les autres femmes d'être victimes de violences conjugales et d'en subir également les formes les plus sévères. Le conjoint violent incarne aussi souvent le rôle de proche aidant, ce qui a pour conséquence d'accentuer encore le degré de dépendance des femmes à son égard. Il faut savoir aussi que la violence conjugale, donc pour les femmes en situation de handicap, elle peut prendre aussi des formes différentes que si la femme n'avait pas de handicap, comme par exemple, ça peut être de briser les aides à la mobilité pour empêcher la femme de se déplacer, par exemple, de priver l'accès aux soins, priver de nourriture, etc. Donc, ça peut prendre des formes excessivement sévères. Effectivement, ces faits alarmants, en fait, ils nous indiquent que les services pour les femmes victimes de violences conjugales, ils doivent absolument être rendus accessibles aux femmes et aux enfants en situation de handicap et aussi en adéquation donc avec leurs besoins. C'est pour ça que ce projet a émergé et l'objectif en fait de ce projet est simple, c'est de renforcer l'accessibilité des services des maisons qui sont membres du regroupement aux femmes et enfants en situation de handicap, donc en contexte de violence conjugale. On a 5 principaux axes donc à ce projet. On a d'abord commencé par faire un état des lieux de l'accessibilité des services des maisons. Donc, c'est ce que je vais vous présenter principalement aujourd'hui. Ensuite, on est en train d'élaborer en fait des recommandations avec un comité consultatif qui est composé de chercheuses, qui est composé aussi d'organismes de défense collective des droits des personnes en situation de handicap et aussi de certaines de nos maisons membres. Et donc, ces recommandations, en fait, elles vont être destinées à l'égard de nos maisons membres pour justement voir quelles seraient les pistes d'action à privilégier pour renforcer l'accessibilité de leurs services. On va également mettre en place une formation sur l'accueil et l'intervention qui sera destinée au personnel des maisons d'aide et d'hébergement. Et on va également mettre en place diverses activités de sensibilisation à la violence conjugale, aux organisations en santé et services sociaux et communautaires qui œuvrent particulièrement avec les femmes et les enfants en situation de handicap. Ensuite, dans une 4e phase du projet, on va en tout cas encourager des partenariats entre les maisons et les instances en santé et services sociaux pour justement assurer la continuité des services auprès des femmes en situation de handicap. Et finalement, dans la 5e étape du projet, on va en fait on va créer en fait une vaste campagne de sensibilisation à la problématique de la violence conjugale vécue par les femmes en situation de handicap. Donc voici pour les principaux axes du projet. Alors, au niveau de l'état des lieux, donc de l'accessibilité des services. Alors, j'en parlais, on a envoyé un questionnaire à nos maisons d'aide et d'hébergement qui a été composé de 111 questions qui concernaient donc plusieurs aspects de l'accessibilité, donc que ce soit du bâtiment, des services, des formations, par exemple des intervenantes, etc. On a eu quand même un beau taux de réponse au questionnaire puisque 72,7% de nos maisons ont répondu. Donc, ce qui équivaut à 32 sur 44 maisons qui étaient membres du regroupement alors, qui ont répondu à ce questionnaire-là. Certaines maisons, en fait, n'ont pas voulu répondre à cette étape-là parce qu'elles étaient actuellement en processus pour rendre leur maison accessible. Donc, elles verront à ce moment-là, une fois qu'elles auront finalisé leur processus d'accessibilité. Et il faut savoir aussi que ces réponses, en fait, elles proviennent de toutes les régions couvertes par le regroupement, et y compris les régions rurales et éloignées des grands centres urbains. Le questionnaire, il se divise en 6 sections. Donc, la première, c'est pour faire un peu un portrait général des maisons. La deuxième, plus sur l'accessibilité des bâtiments. La troisième, sur l'accessibilité des services. La 4e section était plus sur la formation des intervenantes. La 5e, sur l'aspect du post-hébergement. Et la 6e, ça concernait plus les spécificités donc, des régions rurales éloignées des grands centres urbains, donc pour les maisons qui sont situées dans des régions rurales éloignées des grands centres urbains. Alors, par rapport à la section 1, donc pour le portrait général des maisons, il faut savoir que le taux d'accueil donc en hébergement selon les types de limitations fonctionnelles a été interrogé. Et pour les femmes en situation de handicap, alors ce qui est important de retenir, c'est que toutes nos maisons en fait
ont accueilli une femme en situation de handicap au cours des 2 dernières années. Au niveau de l'hébergement, donc la grande majorité, donc 97% des maisons ont hébergé des femmes vivant des enjeux en santé mentale. 69% d'entre elles ont hébergé des femmes avec des déficiences motrices et 56% ont accueilli des femmes ayant une déficience intellectuelle. Pour le reste, 50% de nos maisons ont hébergé donc des femmes qui avaient une déficience auditive, 40,5% ont hébergé des femmes ayant une déficience visuelle, donc que ce soit des femmes non-voyantes ou semi-voyantes. 31,5% des maisons ont hébergé des femmes ayant des troubles du spectre de l'autisme ou autres troubles neurodéveloppementaux. Et 22% des maisons ont hébergé des femmes qui ont des troubles du langage et de la parole. Donc, par exemple, l'aphasie ou la dysphasie. Maintenant, concernant les enfants en situation de handicap, donc la grande majorité des maisons, donc 93%, ont hébergé des enfants vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou neurodéveloppemental. Pour 72,5% d'entre elles, elles ont hébergé des enfants avec des troubles du langage et de la parole, et 31% ont accueilli des enfants donc, qui ont plus une déficience intellectuelle. Sinon, c'est 24% des maisons qui ont hébergé des enfants qui avaient des enjeux en santé mentale, 7% qui avaient une déficience motrice, 3,5% donc des enfants qui avaient une déficience visuelle et 3,5% des enfants qui avaient une déficience auditive. Donc, c'était là les deux catégories les moins représentées dans l'hébergement des enfants en situation de handicap. Alors, ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, quand on a interrogé nos maisons donc, sur justement cette question de est-ce qu'elles ont rencontré des défis quand elles ont hébergé des femmes et des enfants en situation de handicap au sein de leur maison, la réponse a été oui. Donc, en fait, on voit qu'une grande majorité des maisons, donc 78%, ont répondu qu'effectivement, elles ont rencontré des obstacles durant l'hébergement, donc de femmes et d'enfants en situation de handicap. Les principaux obstacles qui ont été mentionnés, donc, ça a été donc les modes de communication, le manque de connaissance de certaines conditions. Donc, par exemple, elles ne savaient pas comment réagir quand il y avait une crise, donc des problématiques au niveau de la gestion de crise, ou aussi une méconnaissance des besoins particuliers des femmes ou enfants en situation de handicap, et également le manque d'accessibilité physique des lieux. Pour 53% des maisons, elles ont indiqué qu'elles n'ont pas pu accepter certaines demandes d'hébergement de femmes ou d'enfants en situation de handicap en raison de problématiques liées à l'accessibilité universelle. Donc, les principales raisons qui ont été invoquées, elles étaient soit en lien avec l'inaccessibilité des lieux, donc pour les femmes et enfants en fauteuil roulant, donc par exemple que l'entrée était inaccessible, que les chambres et les salles de bain étaient situées à l'étage, qu'il n'y avait pas d'ascenseur au sein de la maison. Il y a aussi un manque de qualification qui a été invoqué par les maisons donc pour intervenir dans certaines situations en santé mentale notamment. Le manque de ressources spécialisées aussi a été une des causes du refus d'hébergement et notamment le fait qu'il n'y avait pas d'interprète disponible, par exemple donc en langue des signes québécoise, qu'il n'y avait pas de partenariat en fait avec des organismes spécialisés, donc les maisons ne se sentaient pas soutenues et ne savaient pas vraiment comment faire face à une situation, où il y avait aussi le manque de préposés aux bénéficiaires, donc qu'il n'y avait pas de préposés aux bénéficiaires qui étaient disponibles, et ce qui malheureusement est une réalité pour de nombreuses personnes en situation de handicap. Donc ça se retrouvait aussi par rapport à un défi qui a été rencontré par les maisons. Donc, on va revenir un petit peu plus en détail sur justement ces défis qui ont été rencontrés lors de l'hébergement. Donc, les problèmes de communication ont été mentionnés comme principal défi. Donc, 56% des maisons ont répondu avoir rencontré des problèmes de communication qui avaient plusieurs conséquences directes en fait sur les femmes. On voit que ça peut créer un isolement en fait du reste des femmes hébergées, alors que justement au sein des maisons, l'entraide entre les femmes et le soutien aussi entre les femmes hébergées est très important aussi dans le soutien de ces femmes. Donc, ça peut poser un réel problème. On voit aussi qu'il y avait des difficultés à participer aux activités de groupe et à la vie communautaire en général. Il y avait aussi une communication en fait, qui était difficile aussi avec les intervenantes. Pour 44% des maisons, elles ont indiqué donc aussi, comme je vous l'ai mentionné, avoir eu de la difficulté dans les gestions de crise. Et notamment, elles avaient peu de pièces en fait, au sein de la maison qui permettaient à la personne de s'isoler. Et les intervenantes se retrouvaient souvent vraiment démunies, ne savaient absolument pas comment réagir dans ces situations. Pour le manque d'accessibilité des lieux, alors, c'est 28% donc des maisons qui ont répondu avoir eu de la difficulté à cause de l'inaccessibilité des lieux, ce qui a eu plusieurs conséquences aussi pour les femmes.
Donc, l'impossibilité, par exemple, de participer aux activités quotidiennes, donc que ce soit, par exemple, de faire la cuisine ensemble, de participer au lavage, etc. Il y a eu aussi donc, des difficultés à participer aux activités de groupe et à la vie communautaire, quand, par exemple, ces activités se passaient dans des salles qui étaient non accessibles. Et aussi, il y avait un manque d'accès donc, à certains lieux de vie importants, comme, par exemple, un salon situé au sous-sol ou une cour extérieure. Au niveau de la méconnaissance de la problématique, il faut savoir que c'est 20% de nos maisons qui ont répondu, en fait, ne pas connaître les besoins des femmes et des enfants en situation de handicap. Donc, elles ont mentionné qu'il y avait un cruel besoin de formation et elles ne savaient pas du tout comment adapter certaines techniques d'intervention. Donc, il y a notamment eu cet exemple qui nous a été donné donc, avec une femme hébergée qui était sous tutelle et la maison nous a témoigné qu'elle ne savait pas comment, enfin, qu'elle n'avait pas l'habitude en fait d'interagir avec une tierce personne comme une personne, comme un tuteur en fait. Et dans cet exemple-là, la femme, en fait, voulait retourner avec son conjoint violent, le tuteur refusait, et donc la maison ne savait pas trop comment se placer par rapport à ça. 16% des maisons ont déclaré que leurs outils d'intervention sont inadaptés, notamment, et donc ça entraîne une mécompréhension en fait, de la violence conjugale par rapport à certaines femmes en situation de handicap. Notamment, par exemple, à certains outils qu'elles utilisent, comme le cycle de la violence conjugale ou, par exemple, la différence entre la violence conjugale et la chicane de couple. Donc, c'est des outils qu'elles utilisent. Et le fait que le vocabulaire utilisé, par exemple, n'était pas forcément accessible à toutes, ça a été notamment un frein pour expliquer à la femme qu'elle vivait une situation de violence conjugale. 12% des maisons ont relevé aussi des problèmes de sécurité pour le personnel et les autres résidentes. Donc ça concernait plus donc, des femmes et des enfants qui avaient une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou qui vivaient des enjeux en santé mentale. Dans ce cas-là, en fait, il y a eu vraiment du mobilier détruit. Il y a même eu certaines blessures des intervenantes qui ont dû prendre des congés maladie. Donc, on voit que là, ça a posé vraiment des problèmes de sécurité donc, pour le personnel, les personnes hébergées, et évidemment aussi pour les femmes et les enfants eux-mêmes. Maintenant, on va passer un petit peu à l'accessibilité des bâtiments. Alors, il faut savoir qu'on a posé la question donc, à nos maisons pour savoir si elles étaient accessibles, partiellement accessibles ou inaccessibles aux femmes et enfants en situation de handicap. Et c'est 78% des maisons qui nous ont répondu qu'elles étaient soit entièrement, soit partiellement accessibles, donc en fonction du handicap, et 22% d'entre elles ne se disent aucunement accessibles. On voit que 38,5% des maisons ont dit avoir fait d'importantes rénovations ou l'acquisition d'équipements spécialisés. Et c'est 63,5% des maisons, donc on voit que vraiment la majorité de nos maisons prévoient réaliser des travaux d'adaptation au cours des 2 prochaines années financières, ce qui est une très bonne nouvelle. On voit aussi qu'il y a 30% de nos maisons qui ne prévoient pas de travaux spécifiquement pendant les 2 prochaines années, et 2 maisons ne le savent pas. On voit qu'il y a évidemment, donc ce n'est pas des problèmes de mauvaise volonté, mais c'est vraiment que les maisons ont différents défis en fait pour offrir des mesures d'adaptation qui répondent aux besoins des femmes et des enfants en situation de handicap. On voit qu'en fait, ça concerne majoritairement pour elles, donc elles ont un manque d'espace. Donc pour 48% des maisons, elles disent ne pas avoir d'espace suffisant au sein de la maison. Il y a 40,5% d'entre elles qui parlent du manque de financement. Donc, pour financer évidemment des gros travaux d'adaptation, ça peut être assez onéreux. Donc, il y a ce manque-là qui a été mentionné. Un manque d'expertise aussi et de connaissances pour 33,5% d'entre elles. Un manque de temps ou de personnel pour 29% d'entre elles, puisque les maisons aussi peuvent avoir des problèmes de rétention de personnel et de recrutement. Et plusieurs en fait, de nos maisons ont mentionné la relocalisation pour devenir accessibles. Donc, on voit que ça pourrait vraiment impliquer des grandes démarches pour devenir accessible et que ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Au niveau de l'accessibilité extérieure, donc on a posé plusieurs questions. On ne va pas aller en détail, je vais y aller plus largement évidemment parce qu'on n'a pas le temps, mais on a posé plusieurs questions donc sur notamment l'accessibilité extérieure, le stationnement, l'entrée principale, le mobilier, l'interphone, etc. Et on a aussi posé des questions donc sur l'accessibilité intérieure par rapport notamment à l'utilisation de couleurs contrastantes, un éclairage suffisant au niveau de l'espace, de la présence ou non d'ascenseurs. Voir aussi comment se passait l'exercice de la parentalité, par exemple, pour une femme en situation de handicap qui avait un enfant. Donc voilà, tout un tas de questions ont été posées en ce sens. En ce qui concerne l'accessibilité donc extérieure, on voit que 65,5% des maisons ont un stationnement accessible au transport adapté.
et 56,5% d'entre elles ont une porte d'entrée qui est accessible. La grande majorité des maisons n'ont pas d'autocollant mentionnant que le débarcadère est accessible ou que la maison est accessible si tel est le cas. Pour 53% des maisons, la porte d'entrée a une couleur contrastante et l'entrée dispose d'un éclairage suffisant. Et 65,5% des maisons ont affirmé que le mobilier extérieur était facilement repérable et hors de la zone de déplacement. Au niveau de l'accessibilité donc intérieure, on voit que les pièces qui ont été le plus souvent mentionnées comme accessibles sont d'abord donc la cuisine pour 69% des maisons, l'entrée pour 62,5% des maisons, la salle de bain pour 59,5%, la chambre à coucher pour 56,5% et la salle commune pour 56,5% également. On voit que la majorité des maisons, donc la grande majorité, 81,5%, ne disposent pas d'ascenseur au sein de la maison d'aide et d'hébergement. Et par ailleurs, 90% des répondantes ont déclaré aussi n'avoir rencontré aucun enjeu lorsqu'elles ont hébergé une personne avec un chien guide ou d'assistance. Les maisons qui ont dit avoir rencontré des enjeux, c'était par rapport à des allergies au sein de la maison ou des phobies par rapport aux chiens. Donc, c'était ça qui avait été pointé comme problématique. Au niveau donc du demande de prêt d'équipement, en fait, on voulait savoir un peu quels avaient été les contacts avec justement les CLSC, les SIS ou les SUS, donc avec les maisons d'aide et d'hébergement. Et on s'est aperçu donc que 53% des maisons ont déjà effectivement contacté les CLSC, les SIS ou les SUS pour faire notamment une demande de prêt d'équipement adapté aux besoins des femmes et des enfants en situation de handicap. Elles ont fait des demandes donc principalement pour emprunter donc par exemple des chaises de douche et des anses, des barres d'appui, des sièges de toilette et aussi d'autres catégories d'équipements. Au niveau maintenant de l'accessibilité des services. Alors, on a posé la question à nos maisons pour savoir s'il y avait une procédure d'arrivée particulière qui était mise en place en fait par la maison pour les femmes et les enfants en situation de handicap. Et on a vu que 78% d'entre elles ont répondu que non. Dans certaines maisons, donc, il y a une procédure d'arrivée particulière qui existe. Et dans ce cas, elle concerne donc soit la déficience motrice pour 3 maisons, soit la déficience auditive pour 3 maisons ou la déficience visuelle pour une maison. Les services offerts par les maisons, donc on les a vus un petit peu en début de rencontre, donc au niveau de l'aide téléphonique, le soutien individuel, l'accompagnement dans les démarches, la prévention, etc. Ne sont en majorité pas adaptés aux personnes sourdes et malentendantes, aux personnes qui ont une déficience visuelle ou aux personnes ayant un trouble du langage et de la parole. Donc ça, c'est ce qui est ressorti vraiment dans ce qu'on a vu parce qu'on avait vraiment interrogé chaque maison sur chaque service qui était offert et on voyait que souvent, c'était inadapté donc à ces 3 principales catégories de personnes. Pour l'accès à l'information. Alors, on a pensé aussi que c'était important de poser un petit peu la question de voir par rapport notamment à l'accessibilité des sites Internet, puisque la grande majorité des sites Internet, de toute façon, en général, sont inaccessibles aux personnes notamment qui utilisent un système de synthèse vocale ou un lecteur d'écran, donc aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et on s'est rendu compte que les maisons ne faisaient pas non plus exception et que 96,5% de nos maisons ont affirmé que leur site Internet n'était pas accessible aux personnes en situation de handicap en respectant les standards d'accessibilité W3C. Par contre, la grande majorité de nos maisons, soit 83,5%, veulent le rendre accessible et le feront dans les prochaines années. Pour 55% des répondantes, elles ont dit aussi ne pas avoir de matériel de sensibilisation qui représente les réalités, les enjeux de diverses femmes, dont celles des femmes en situation de handicap. On voit que 34,5% des maisons ont dit qu'elles en avaient partiellement et 10,5% des maisons ont dit en avoir. Pour la communication maintenant, donc on a un petit peu posé la question par rapport notamment au service de relais vidéo, donc le SRV Canada. Pour votre information, ce service il permet à une personne sourde ou malentendante de communiquer gratuitement, donc avec des personnes et notamment par exemple la maison d'aide et d'hébergement. On a posé la question donc justement à savoir si les maisons connaissaient ce service et c'est 69% des maisons qui ont dit que leurs intervenantes ne connaissaient pas le service de relais vidéo SRV Canada. Et par rapport aussi aux interprètes, on a vu que seulement 12 maisons ont répondu que leurs intervenantes ont accès à une ou un interprète, donc que ce soit en langue des signes québécoise.
2 maisons seulement en American Sign Language et une maison en langue des signes québécoise ou American Sign Language tactile. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui ont un syndrome d'Usher notamment. On voit aussi que 86,5% de nos maisons ont indiqué qu'un ordinateur avec une caméra peut être utilisé pour permettre notamment à 2 personnes de communiquer en langue des signes québécoise, en American Sign Language, et 13,5% des maisons ont dit par contre qu'elles ne disposaient pas d'un ordinateur avec une caméra. Maintenant, pour parler donc des situations d'urgence, donc les maisons ont répondu qu'elles étaient, enfin pour la petite majorité, 53,5% d'entre elles, qu'elles étaient informées des besoins des femmes en situation de handicap qui doivent être pris en considération lors de la mise en œuvre d'un scénario de protection, et 46,5% des maisons ont répondu ne pas l'être. Il faut savoir aussi que 76,5% des maisons ne savaient pas que le service de relais vidéo SRV Canada, donc pour les femmes sourdes et malentendantes, offre un service pour communiquer en cas d'urgence avec le 911. On va passer maintenant donc à la section 4. Au niveau de la formation des intervenantes, on a voulu justement savoir un petit peu si les intervenantes avaient été formées avec différents types de formations pour justement apprendre à intervenir et savoir intervenir, connaître les besoins des femmes et des enfants en situation de handicap. Aucune des maisons. Donc, on a indiqué que les intervenantes ont suivi des cours en langue des signes, que ce soit en langue des signes québécoise et ou en American Sign Language. Il faut savoir aussi que 70% des maisons ont répondu que les intervenantes n'ont pas suivi de formation spécifique concernant les femmes et les enfants en situation de handicap vivant dans un contexte de violence conjugale. Donc, pour ça, on va vraiment pouvoir pallier cette problématique justement quand on aura développé et dispensé une formation spécifique à nos maisons membres. Pour les maisons qui ont dispensé une formation spécifique, elle n'a pas été mise à jour régulièrement et n'a pas été donnée systématiquement aux nouvelles intervenantes. Donc, on voit qu'il y a vraiment un manque à ce niveau-là aussi. Au niveau des ressources spécialisées, c'est 56,5% de nos maisons qui ont répondu connaître les ressources spécialisées en fonction du handicap qu'elles peuvent consulter aux besoins dans leur région. Donc, on voit que c'est une petite majorité, mais que ce n'est pas l'entièreté des maisons. Et 43,5% des maisons donc, ont dit ne pas les connaître. Les ressources qui ont été mentionnées par les maisons, c'est principalement donc, soit les organismes communautaires de leur région, on a aussi les CIST et les TLFT qui ont été mentionnés, les centres de réadaptation, et certaines ont mentionné aussi avoir un cartable de ces différentes ressources. Au niveau du post-hébergement, donc suite à l'hébergement d'une femme qui a donc quitté par exemple l'une des maisons, on a posé la question justement aux maisons de voir avec elles les plus grands défis auxquels font face les femmes en situation de handicap en post-hébergement, donc selon leur expertise. Pour 89,5% des maisons, elles ont dit que le problème d'accessibilité d'un logement, donc accessible et abordable, était en fait le principal enjeu des femmes en situation de handicap et des enfants. Pour 62% des maisons, elles ont dit que les problématiques étaient plutôt relatives au transport. Pour 62%, ça concernait plus l'assistance dans les tâches quotidiennes. Pour 58,5%, ça concernait plus l'indépendance financière des femmes en situation de handicap. Pour 31% des maisons, elles ont dit qu'il y avait des difficultés au niveau de l'accès aux soins ou des services sociaux. Pour 24%, c'était plus tout ce qui concernait donc les procédures judiciaires en fait et l'accessibilité de tout ce processus-là. Et pour 3,5%, c'est plus l'accessibilité en fait générale des services dans les régions rurales et éloignées des grands centres urbains. On va justement en parler rapidement. Donc, il faut savoir que, effectivement, les maisons membres du regroupement qui sont situées justement dans des régions rurales et éloignées des grands centres urbains, elles rencontrent des défis supplémentaires pour soutenir et accompagner les femmes et enfants en situation de handicap. On voit que parmi les maisons situées dans ces régions, c'est 44,5% qui disent avoir rencontré divers obstacles pour offrir un secours immédiat aux femmes et enfants en situation de handicap. Et notamment, ce qui a été pointé comme les problématiques majeures, donc c'est l'accès au transport, à un transport adapté, puisque les services de transport adapté sont vraiment inégaux au sein de la province. Et il y a certains endroits où ils n'ont même pas de recours à un service, comme par exemple à Montréal, où le transport adapté va être géré par la STM. Dans certaines régions, c'est inexistant. Donc, on voit que c'est effectivement une grosse problématique.
Aussi le fait qu'il y ait des manques au niveau des ressources spécialisées et que les maisons en fait se trouvent vraiment démunies dans l'accompagnement de ces femmes et ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir de l'information justement par rapport aux besoins et par rapport à comment soutenir et intervenir auprès de femmes et enfants en situation de handicap. Et aussi la non-disponibilité d'ailleurs des logements accessibles qui est encore accrue dans certaines régions. Les maisons qui ont dit avoir éprouvé la difficulté à rejoindre ces femmes, elles font appel donc à des organismes communautaires locaux, au CIUS et au CIS également. Il faut aussi savoir que l'accès aux interprétariats est encore pire en fait et aggravé donc dans ces régions puisque 77% des maisons des régions rurales éloignées des grands centres urbains n'ont pas accès à des interprètes, que ce soit en langue des signes québécoise ou en American Sign Language. On va finir cette présentation dans pas longtemps. Je vais vous parler rapidement donc des retours en fait que nous ont fait les maisons et aussi des réussites et des expériences positives, même si bien sûr on le sait, il faut toujours s'améliorer. Il faut savoir que la grande majorité en fait des maisons qui ont répondu au questionnaire, elles ont déjà donc affirmé par différentes manières avoir déjà mis en œuvre en fait certaines adaptations pour mieux accompagner les femmes et enfants en situation de handicap. Donc, voici quelques exemples d'adaptation. Alors, il y a certaines qui nous ont parlé plus de l'accessibilité des bâtiments, donc qu'il y a eu des rénovations au niveau de la salle de bain, qu'il y a eu des élévateurs qui ont été mis en place, de certaines pièces qui étaient inaccessibles, qui ont été rendues accessibles, comme par exemple la buanderie, etc. Il y en a certaines qui ont parlé de l'adaptation de l'intervention, qu'il y a eu dans certains cas donc une réelle prise en compte en fait des besoins spécifiques de la femme avec une validation donc de ses besoins par la femme ou par la femme pour son enfant auquel cas. Il y a eu aussi certains témoignages qui nous ont dit qu'elles avaient sensibilisé leur personnel justement par rapport à par exemple une femme qui vivait des enjeux de santé mentale. Il y a eu aussi du soutien qui a été fait dans l'apprentissage de pictogrammes. Donc ça concernait plus des enfants, par exemple, qui avaient un trouble du spectre de l'autisme. Donc de l'apprentissage de pictogrammes, par exemple, par rapport aux règles de vie de la maison, savoir ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, etc. On voit aussi qu'il y a eu de l'adaptation donc du mobilier au niveau donc des chaises de bain qui ont été soit qu'elles se sont procurées des chaises de bain, soit qu'elles ont été mises de manière permanente. Il y a aussi eu du matériel pour femmes sourdes et malentendantes qui a été notamment emprunté pour faciliter la communication et la vie au sein de la maison. Il y a certaines des maisons qui ont parlé en fait d'avoir fait des ententes de partenariat, donc avec le centre de réadaptation en déficience physique, avec l'Institut en réadaptation en déficience physique de Québec notamment, avec des infirmières, avec des interprètes et également avec des SIS. Donc on voit qu'il y a quelques ententes de partenariat, même si ce n'est pas la majorité, et on espère que ce sera le cas dans les prochaines années. Et aussi, il y a eu aussi de l'adaptation du matériel d'intervention, donc notamment avec des documents qui n'étaient pas accessibles, qui ont été rendus accessibles, et aussi avec certains, par exemple, il y a certaines de nos maisons qui ont utilisé le cycle de la violence conjugale, qui est un outil qui permet d'expliquer aux femmes justement les différentes étapes par lesquelles elles peuvent passer, et cela en langage simplifié, donc pour que ce soit accessible à des femmes qui avaient une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Au niveau des témoignages, donc je trouvais ça important quand même de vous lire rapidement des témoignages donc de nos maisons. Donc voilà ce qu'elles ont dit. Alors il y a une de nos maisons qui a dit qu'elles avaient adapté l'espace dans les pièces pour permettre justement de circuler plus facilement en fauteuil roulant. Elles se sont ajustées aux besoins spécifiques de la femme et de l'enfant et elles ont adapté leur approche pour entrer véritablement en relation. Elles avaient rencontré une intervenante du CRDP pour la déficience auditive et justement pour mieux intégrer une employée dans l'équipe. L'intervenante était agréablement surprise de l'ouverture du milieu de travail et elles se sont également procuré du matériel afin d'accueillir une femme avec des besoins au niveau auditif. Donc là, on voit qu'il y a une collaboration aussi qui a bien marché donc avec l'intervenante jeunesse et une intervenante de l'IRDPQ, puisque dans ce cas-ci, il y a une maison qui nous a dit qu'il y avait des photos qui avaient été prises, notamment des différentes pièces de la maison, et une trousse qui a été préparée pour que la maman puisse mieux communiquer avec son enfant, pour amener son enfant à faire une action, à lui montrer la photo appropriée. Cette démarche facilitait sa collaboration. Une autre maison nous a dit qu'elles aimaient être créatives
Par exemple, elles ont acheté et installé des détecteurs pour les sorties d'urgence afin d'être alertées lorsqu'un enfant ayant un trouble du spectre de l'autisme sort en courant, par exemple. Et elles ont aussi trouvé des applications pour la communication. Donc, ça, c'était plus des applications sur la tablette électronique pour faciliter la communication avec l'enfant. Et enfin, une autre maison nous a dit qu'elles avaient mis en place un horaire de repas spécifique pour qu'un enfant qui avait un trouble du spectre de l'autisme puisse manger dans le calme. Et elles ont aussi aménagé une pièce au sous-sol pour qu'il puisse faire ses devoirs dans la tranquillité. Donc, voilà, on va pouvoir conclure brièvement. Alors, ce qu'on a vu, nous, à travers que ce soit ce questionnaire et puis tous les contacts qu'on a très régulièrement avec nos maisons, c'est qu'il y a une grande volonté de la part des maisons membres du regroupement d'adapter leurs services pour accompagner et soutenir les femmes et enfants en situation de handicap, et ce, en contexte de violence conjugale. Donc, on voit que c'est 63,5% des maisons, comme on l'a vu au début, qui prévoient réaliser des travaux d'adaptation les 2 prochaines années. Il y a aussi plusieurs bonnes pratiques qui sont déjà en place dans certaines de nos maisons et en tout cas une grande volonté d'en faire plus. Il faut quand même garder en tête qu'évidemment, elles rencontrent pour la grande majorité des défis, comme elles l'ont mentionné, lorsqu'elles hébergent justement des femmes et des enfants en situation de handicap. Et pourtant, on voit en fait notamment les témoignages et dans ce qu'on a pu recueillir de ce questionnaire-là, que certains obstacles ils pourraient être levés en renforçant les liens entre les différentes ressources œuvrant auprès des personnes en situation de handicap, que ce soit le milieu communautaire, que ce soit le réseau de la santé et des services sociaux et également les maisons d'aide et d'hébergement. Le manque de ressources spécialisées, ça a été l'une des raisons invoquées par les maisons lorsqu'elles n'ont pas pu accepter certaines demandes d'hébergement. Donc avec le fait qu'il n'y avait pas d'interprète disponible, pas de partenariat avec des organismes spécialisés, pas d'interprète disponible, je l'ai déjà dit, pardon, et aussi le fait qu'il n'y avait pas de préposé aux bénéficiaires qui étaient disponibles à ce moment-là. Il y a certains témoignages de nos maisons qui révèlent également que le besoin de partage de connaissances et de formation est criant. Notamment, une maison a dit qu'elle manquait clairement de connaissances pour adapter minimalement les services des personnes qui ont, par exemple, une déficience intellectuelle, une déficience visuelle, une déficience auditive ou une déficience physique. Quelques maisons, comme on l'a vu, ont déjà conclu certains partenariats avec des SIS ou des compagnies de transport adaptées en cas d'urgence, mais elles restent minoritaires et nous espérons évidemment qu'à l'avenir, elles ne feront plus preuve d'exception.